Alors, ce soir, donc, je vais avoir le plaisir de vous faire une petite introduction de cette soirée, en fait, sur l'innovation et le stockage. Est-ce un changement de paradigme? Alors, il y a un point d'interrogation. Donc, on va poser la question sur les réseaux sociaux. Y a-t-il une question? Alors, ce soir, finalement, mon objectif, ça va être de vous montrer que toute la réponse n'est pas dans la question, finalement. Hein. Toute la réponse n'est pas dans la question. Et puis, pour cela, en fait, je souhaiterais articuler mon propos en 3 points. D'une part, rappeler, même si Maurice l'a fait, en fait, donc, quels sont les drivers, en fait, concernant l'intérêt du stockage, en évoquant la mobilité et puis les énergies renouvelables. Faire un petit état des lieux aussi, c'est quelque chose que je souhaite me permettre, en fait, notamment pour fixer un certain nombre d'ordres de grandeur, et notamment rappeler en fait quelles sont les technologies et les grands marchés en fait dans ce domaine-là. Et puis, comme je suis plutôt du secteur de l'innovation, bien sûr, beaucoup de progrès ont été réalisés ces derniers temps dans le domaine du stockage de l'énergie. Néanmoins, il reste encore beaucoup de défis à relever. Et je me permettrai de faire un petit focus sur les défis qui sont à relever dans le futur, et en illustrant ceci donc par un exemple concret. Alors, pourquoi stocker l'énergie? Pourquoi stocker l'énergie? Évidemment, donc, stocker l'énergie, donc il y a les appareils électroniques portables, et en fait, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont 2 sujets. C'est la problématique de la mobilité et puis celle de l'insertion des énergies renouvelables. La mobilité, on parle beaucoup du véhicule électrique, l'hydrogène évidemment, on fait partie. Donc ce sont des enjeux de transition énergétique. Alors, quand on parle de stockage, je vous permets ici de rappeler quelques ordres de grandeur. Stockage énergie, 1 kWh, on va penser que ce n'est pas grand-chose parce que ce n'est pas très cher, c'est 14 centimes d'euros le kilowattheure, mais c'est important de prendre la mesure du défi pour les stocker. Pour stocker 1 kWh, il faut prendre 1 tonne d'eau et la monter à 360 mètres. C'est ce que l'on fait dans les barrages. Donc on reparlera plus tard. C'est aussi l'énergie cinétique d'un camion de 10 tonnes qui roule à 100 km/h. C'est pas rien. Puis, sur le plan thermique, finalement, si on a un ballon de 200 litres, il suffit de monter la température de 4 degrés pour stocker 1 kWh. D'un point de vue électrochimique, sur un exemple ici, donc c'est 7 kg de batterie, donc la batterie Renault Zoé en fait, donc ça permet de stocker 1 kWh. Vous voyez qu'on a des... C'est pas rien en fait pour stocker 1 kWh, et on peut avoir des moyens très différents. Évidemment, jamais on ne peut stocker l'électricité directement, ce sont toujours des moyens indirects, mais on a un premier défi en fait qui apparaît ici, c'est celui de la concentration de l'énergie. Alors, pour faire cela, il y a une très grande variété de technologies. Je suis sûr que si vous faites une veille sur le sujet, toutes les semaines, vous voyez apparaître de nouveaux projets, de nouvelles solutions de stockage d'énergie, des laboratoires qui ont trouvé une solution peut-être pas très séduisante pour stocker l'énergie à l'avenir. Il y en a beaucoup. Mais, pour faire simple, on va distinguer 2 grandes familles. Il y a d'une part celles qui permettent de stocker massivement de l'électricité, massivement de l'énergie, ici on parle juste du stockage d'électricité, donc les STEP, l'air comprimé, et puis d'autres technologies, les batteries bien sûr, dont on parle beaucoup. Dans le stockage massif, j'aurais pu représenter également l'hydrogène. Et globalement, en fait, on a une famille qui permet de stocker pendant de longues durées de l'énergie, de déstocker pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, et puis d'autres, au contraire, qui vont avoir une capacité à réagir très rapidement, et puis, en revanche, qui vont stocker beaucoup moins longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 grandes familles, 2 grands types de solutions. Des solutions qui sont plus adaptées pour du stockage de puissance, des solutions en puissance, et notamment donc, pour réaliser du réglage de fréquence. Il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent sur ce segment de marché, on en reparlera ce soir, et puis d'autres qui sont plus adaptés pour du
du stockage massif pendant des durées beaucoup plus longues, donc des solutions en énergie, que j'appelle en énergie. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, représentent encore 95% des solutions dans le monde. Et alors, peut-être qu'en Europe, c'est plus difficile de construire ce type d'installation, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de contraintes qui se posent, mais il faut bien savoir que d'ici 2050, cette capacité, elle va être encore multipliée par 3 à 5, notamment en raison des développements en Asie. Donc encore des perspectives extrêmement importantes dans ce domaine-là, il ne faut jamais l'oublier. Alors, les défis. Les défis sont... Souvent, j'entends dire finalement à propos du stockage, d'une part, on entend beaucoup de choses à propos du stockage. C'est le Graal. Une fois qu'on a résolu la problématique du stockage, il n'y a plus de problème. Certes, j'entends dire aussi, même parfois, on n'a pas besoin de solution de stockage, on n'en a pas besoin. J'entends un peu moins quand on dit ça. Et puis, j'entends aussi, le problème du stockage est résolu, il est derrière nous. Alors, beaucoup de progrès ont été réalisés. Cette problématique a été résolue, je dirais, partiellement. Je pense qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Et pour l'illustrer, je voudrais donner quelques exemples. Premier exemple, la batterie géante de Tesla en Australie. Donc, effectivement, c'est une batterie électrique, donc près de 130 MWh, donc c'est une grosse batterie, j'en conviens. Mais il ne faut jamais oublier qu'en fait, 130 MWh, c'est la production de 2 éoliennes de 3 MW pendant 24 heures. Ça reste relativement modeste. Un autre article, Mercedes convertit une centrale au charbon au stockage électrique. Alors ça date de 2018. On parle d'une centrale thermique de 700 MW que l'on remplace par 10 MWh de batterie. Je pense qu'on est parti dans un ordre de grandeur. Un autre article, Tesla se lance dans le stockage d'énergie en verre avec 10 Wh. Le parc éolien 144 MW, 44 MWh de batterie Tesla, soit à peu près une capacité pour stocker 20 minutes de production. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de solutions qui sont en puissance, certes, qui répondent à des problématiques en puissance. En énergie, on n'est pas encore tout à fait dans les bons ordres de grandeur et il sera nécessaire de trouver de nouvelles solutions. Alors, quelques graphes un petit peu scientifiques ici. Ce sont les spectres d'énergie en fréquence pour le solaire et l'éolien. Parce qu'à mon avis, il est très important de comprendre que le solaire et l'éolien répondent à des problématiques qui sont très différentes. Ça paraît compliqué, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le solaire PV, eh bien, en principe, ça produit le jour selon un cycle jour-nuit, une alternance jour-nuit. Donc, des petites bouffées d'énergie, en fait, donc que l'on peut stocker dans la journée et les stocker le soir, ça va très bien. Quand on parle de l'éolien, c'est radicalement différent. L'éolien, ça produit selon un cycle de dépression et puis d'anticyclone, dans lesquels ça ne se produit pas. Et là, donc, on a des périodes beaucoup plus longues, ça peut durer une dizaine de jours, à chaque fois. Et il faut imaginer ce que c'est que si vous avez un champ éolien de 500 MW qui produit la nuit pendant une dizaine de jours, on a des bouffées d'énergie qui sont énormes. Dans un cas, les petits systèmes de stockage peuvent être adaptés, dans d'autres cas, des gros systèmes de stockage sont nécessaires. Alors, pour illustrer, j'ai un exemple en fait d'une ZMI, une zone non interconnectée d'Europe du Nord. Donc une ville dans laquelle il y a des besoins de chauffage. Parce que souvent, quand on parle des îles, on s'intéresse beaucoup à des îles pour lesquelles le climat est plutôt chaud et pour lesquelles il n'y a pas besoin de chauffage. Donc là, à gauche, vous avez la consommation d'énergie sur plusieurs années. Évidemment, la consommation se fait principalement en hiver. Et puis, à droite, là, vous avez donc en haut la production de type solaire, donc selon l'heure de la journée et selon tous les jours de l'année. Donc, vous avez une production de solaire PV type. Et puis, en bas, vous avez le même type de graphique pour de l'éolien. Alors, vous voyez que le solaire, ça produit évidemment surtout en été. Et puis, l'éolien, là où c'est plus foncé, là où les traits sont plus foncés, donc ça produit principalement en hiver. Alors,
Ce qui est intéressant de voir, c'est lorsque l'on modélise heure par heure, parce que pour modéliser un système de stockage, pour voir quel rôle pourrait, pour dimensionner un système de stockage à l'échelle d'une ville comme ça, il faut développer et tester des modèles assez précis, heure par heure, pour tester l'équilibre offre-demande. À gauche, donc c'est toujours le même type de graphique, 24 heures de la journée au fil de l'année, il s'agit de l'année 2016. En rouge, vous avez les déficits de production, et en bleu, les surplus de production quand on a un peu plus de production ONR. Vous voyez qu'à gauche, donc le bleu, on a des surplus qui apparaissent principalement à partir du printemps jusqu'à l'automne, sans stockage. Avec 2 MWh de stockage, on réduit considérablement donc le bleu, et donc on a facilité la pénétration des ENR. Mais si vous poussez la simulation assez loin, en fait, vous apercevez que pour rendre réellement cette ZNI autonome en énergie, donc avec du 100% LR, eh bien, il est nécessaire de construire des capacités de stockage très très importantes. Dans ce cas, en fait, c'est entre 250 et 300 MWh qui serait nécessaire d'installer pour faire face à des aléas météorologiques, en fait, parce que là, on a des années pour lesquelles, en fin d'année, quand il y a du chauffage qui est utilisé, il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent, le temps est bouché, on n'a pas de soleil non plus, et malheureusement, donc il faut être capable de faire face à cette période. Voilà. À travers cet exemple, je voulais montrer aussi donc, ce besoin de relever de nouveaux défis donc, pour du stockage d'électricité à différentes échelles. Et je pense qu'on va le voir à travers la table ronde, des défis qui sont de différents ordres. Il y a des défis qui sont techniques, bien sûr, mais pas que. Les défis sont aussi économiques. La difficulté dans le domaine du stockage, c'est vraiment construire le modèle économique qui permet d'avoir un modèle viable et pérenne. Et puis, il y a aussi des défis réglementaires, et on aura la chance d'en parler donc, autour de la table ronde. Voilà, je vous remercie. Je vais donner la parole à Yann Lahotte, de SAPT. Yann Lahotte est directeur support chez SAPT. Le stockage d'énergie, c'est un sujet qu'il connaît depuis une dizaine d'années, puisque finalement Yann a eu l'occasion de travailler sur ce sujet à travers différentes grandes entreprises, Total, et de rejoindre SAPT là-dessus.